Eh, comment ça va? C'est un jour normal dans une centrale électrique à Hong Kong, quand soudain une personne mystérieuse pirate le système. La machine de refroidissement est arrêtée et bientôt la chaleur provoque une énorme explosion. Des centaines de travailleurs meurent, tous sont gravement blessés et les personnes dans un rayon de 10 km sont évacuées. Pendant ce temps, dans une prison aux États-Unis, le hacker Nick est menotté et sorti de sa cellule. Les policiers trouvent un appareil caché parmi ses affaires et découvrent que tous les criminels du bloc de Nick ont récemment reçu de l'argent, alors ils pensent que c'est lui. Nick nie immédiatement. En Chine, le capitaine Dawei explique au gouvernement que la centrale a été piratée avec un outil d'accès à distance ou ERAT. Cela a été possible parce que les systèmes de la centrale sont très anciens et non sécurisés. Il est également révélé que des réacteurs du même modèle aux États-Unis ont été attaqués au même moment. Dawei pense qu'il peut attraper le hacker, mais il a besoin d'accéder aux ordinateurs de la centrale pour le traquer. Malheureusement, la centrale est encore incroyablement chaude et il est impossible d'y entrer. Alors Dawei devra attendre qu'elle refroidisse. Il demande l'aide du FBI et l'agent de Carol doit convaincre son chef que travailler avec la Chine est une bonne idée. Finalement, Dawei obtient le code de l'attaque contre la centrale américaine, mais il n'a pas les connaissances nécessaires pour le déchiffrer. Il décide alors de recruter sa sœur Lian, qui est ingénieure réseau. Cette nuit-là, la bourse de commerce de Chicago est également la cible du hacker et tous les chiffres commencent à monter à une vitesse folle. Le lendemain, le FBI tient une réunion pour analyser l'affaire et en examinant le code, ils concluent que le ERAT a été écrit par deux personnes. Dawei n'est pas impressionné par le rapport car il est très basique et demande à Carol de convaincre Nick de les aider. Nick a un long passé de vol de banque par piratage et Carol trouve absurde de lui faire confiance. Dawei n'a d'autre choix que de révéler un secret. La moitié du code du ERAT a été écrite par lui comme une blague à l'université et l'autre moitié a été écrite par Nick. Il semble que le hacker leur ait volé le code et l'ait modifié pour mener les attaques. S'ils veulent attraper ce type, ils auront besoin de quelqu'un qui comprend vraiment le code. Un agent du FBI rend visite à Nick en prison, lui offrant la liberté en échange de son aide dans l'affaire. Cependant, en lisant le contrat, Nick se rend compte qu'il ne serait libre que pour quelques semaines. Alors il refuse de signer. À la place, il propose un nouvel accord. S'il attrape le hacker, sa peine prend fin. S'il n'y arrive pas, il peut être renvoyé en prison. Le FBI est si désespéré qu'il accepte l'accord. Et Dawei vient chercher Nick pour des retrouvailles chaleureuses. Pendant le vol, Dawei montre le code modifié à Nick et Carol le réprimande. C'est parce qu'une partie de l'accord stipule que Nick ne peut avoir accès aux ordinateurs que sous la supervision du FBI. Quelques instants plus tard, Nick est autorisé à examiner les terminaux de la bourse de commerce, qui possède le pare-feu le plus sécurisé. La seule façon d'insérer un virus serait en personne, et seul le patron y a accès avec son empreinte digitale. Nick analyse les informations et découvre que quelqu'un a caché du code malveillant sur la clé USB du patron. Alors qu'ils réfléchissent à des suspects possibles, le patron se souvient d'un certain Lozano, qui a travaillé là pendant seulement un mois et a mystérieusement disparu. Ensuite, Nick et les frères et sœurs analysent le code et remarquent qu'il y a des lignes inachevées. Ils en concluent que le hacker avait besoin d'argent rapidement, alors il a attaqué le marché du soja pour remplir son compte et a maintenant le temps de terminer le code. Cela indique qu'il prépare une attaque encore plus grande. Pendant ce temps, le FBI trouve Lozano sur les caméras de sécurité et, en observant ses tatouages, découvre qu'il fait partie d'un gang et a falsifié son identité pour obtenir le poste. Envoyer de nombreux agents attirerait l'attention. Alors Nick et Lian se portent volontaires pour lui parler, bien que Nick reçoive un bracelet électronique pour l'empêcher de fuir. Le duo entre dans l'appartement de Lozano et le trouve mort avec une aiguillée dans le bras. Nick et Lian vérifient que les ordinateurs de Lozano et trouvent des appareils puissants qui chiffrent toutes les données et maintiennent l'utilisateur anonyme sans adresse IP, quelque chose que le hacker a dû configurer. Il y a un email mystérieux fixant un rendez-vous et Nick répond pour confirmer l'heure et le lieu. L'agent qui surveille Nick essaye de signaler l'incident, mais il n'a pas de réseau. Nick prend son téléphone pour le réparer et en profite pour modifier l'application du bracelet. Pendant ce temps, Carol et Dawei demandent au chef de la bourse un accès à tous les fichiers des clients. Au début, il refuse en raison de la confidentialité, mais il cède lorsque Carol menace de dire à la presse que le marché n'est plus sûr. Après avoir obtenu les fichiers, Dawei et Carol analysent la liste des ventes jusqu'à ce qu'ils trouvent 3 transactions de grand volume effectuées au moment exact pour profiter du piratage. Ces transactions sont liées à des comptes bancaires à Hong Kong. Le soir, Nick et Lian se rendent dans un restaurant pour attendre le hacker, mais il ne se présente pas. Nick remarque des caméras de sécurité et se rend dans l'arrière-salle pour vérifier l'ordinateur. Il découvre que le hacker observait tout à travers ses caméras depuis le début. En vérifiant le logiciel, Nick se rend compte que le hacker a une IP en Ukraine et lui envoie un message, mais se fait insulter. Furieux, Nick retourne dans la salle principale et dit à Lian qu'ils doivent partir. À ce moment, un groupe de malfrats entre dans le restaurant et leur demande qui ils sont. Sans dire un mot, Nick commence à se battre avec n'importe quel objet qu'il peut attraper, y compris des meubles. Il parvient à neutraliser la plupart du groupe et lorsque le dernier s'avance avec un couteau, Nick
Nick brise une bouteille pour contre-attaquer et remporte facilement le combat. Ensuite, Nick appelle Dawai pour l'avertir que l'email était un piège et que le hacker sait maintenant qu'il est suivi. Dawai annonce qu'ils se rendront en Chine le matin pour traquer les comptes bancaires. Alors Nick et Lien passent le reste de la nuit à s'amuser. Le lendemain, le groupe arrive à la centrale, où l'on secourt encore des victimes de l'explosion. Le bâtiment est encore chaud, ils doivent donc attendre pour accéder à l'ordinateur. Ensuite, ils rencontrent la police locale. Les policiers ont retrouvé les propriétaires des comptes bancaires. Il semble s'agir de 3 petits malfrats liés à un criminel connu sous le nom de Cassar. Donc ils ne sont probablement qu'une façade pour le hacker. La police les surveillait déjà, mais n'avait trouvé aucune activité suspecte. Nick vérifie leurs itinéraires quotidiens et découvre qu'ils ont une adresse en commun. Dawai et Nick se rendent sur les lieux et trouvent une camionnette de la police surveillant un trafiquant libanais. Ils analysent les images de la camionnette. Les enregistrements montrent que les propriétaires des comptes s'y présentent tous les matins, mais seulement pour envoyer des messages. Avec un téléphone portable à la main, Nick explore la zone jusqu'à trouver un signal spécial et découvre un émetteur caché dans les buissons. Il le connecte à un ordinateur et confirme que les 3 n'ont qu'à passer à proximité pour recevoir les messages du hacker qui peuvent être effacés plus tard sans laisser de traces. Quelque temps après, l'équipe se rend compte que l'argent a été déplacé. Cela indique que le hacker a tout retiré. Lorsque Dawai court pour avertir Nick, il découvre qu'il dormait avec sa sœur. L'équipe part alors en hélicoptère à la poursuite de Cassar et pendant le vol, Dawai dit à Nick de reconsidérer sa relation avec Lien, car il pourrait finir par retourner en prison. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils découvrent que les agents de surveillance ont été assassinés. Ils investissent le bâtiment et fouillent toutes les pièces. Il semble que Cassar et ses hommes se soient déjà enfuis. Il y a un passage secret dans le sol et l'équipe descend pour continuer la recherche. Soudain, les criminels ouvrent le feu et tuent plusieurs agents, qui ripostent immédiatement. Cassar est également là et prend un agent comme bouclier. Il tire sur quelques hommes de plus, puis poignarde son otage au cou. Lorsque Cassar et les autres sortent du tunnel, il prépare les explosifs pour le faire sauter. Mais l'autre moitié de l'équipe attend déjà à l'extérieur et ouvre le feu. Tandis que les hommes de main ripostent, Cassar active les explosifs, provoquant l'effondrement du tunnel et tuant tous les agents qui se trouvaient à l'intérieur. Sans ce renfort, l'équipe qui attendait à la sortie est débordée et d'autres agents meurent dans la fusillade. Ils n'ont d'autre choix que de se cacher derrière des conteneurs, donnant aux criminels une chance de s'enfuir en bateau. Pendant qu'ils naviguent, Cassar est furieux de voir qu'un de ses hommes est en train de mourir. Cette nuit-là, Cassar reçoit un colis spécial de trafiquants sur un grand navire avant de retourner sur le continent. Pendant ce temps, Dawai est informé que la température à la centrale a suffisamment baissé pour qu'il puisse y entrer sans mourir sur le coup. Il fait encore très chaud, ils doivent apporter des combinaisons de protection et agir vite. En entrant dans la salle des ordinateurs, ils voient des corps éparpillés. Un des agents s'évanouit à cause de la chaleur et Nick demande à Dawai de le sortir de là pendant qu'il termine le travail. Il brise une armoire d'urgence, prend une hache et s'attaque au serveur, ce qui fait tomber des parties du plafond avec la vibration. Malgré cela, Nick continue jusqu'à ouvrir le serveur et prendre un disque dur. Ensuite, lui et Dawai transportent l'agent malade à l'extérieur. L'équipe d'urgence refroidit le disque et le connecte à un ordinateur. Ils trouvent des fragments du logiciel malveillant, mais ils sont trop corrompus pour obtenir des informations utiles. Nick se souvient que le gouvernement a récupéré ces données même après qu'il ait tenté de les effacer lors de son arrestation. Carol admet qu'ils ont un logiciel appelé Veuve Noire, qui pourrait t'aider. Elle demande la permission à son chef, mais il refuse de le prêter à la Chine ou à un hacker criminel. Comme le logiciel est accessible à distance, Nick propose de pirater le système du gouvernement. Carol est si désespérée qu'elle accepte. Toute l'équipe, sauf Lien, quitte la pièce pour pouvoir nier toute implication si quelque chose tourne mal. Nick envoie un faux email au chef de Carol lui demandant de changer son mot de passe, et son logiciel malveillant détecte le nouveau mot de passe lui permettant d'accéder à la Veuve Noire. L'équipe sort dîner sans savoir qu'ils sont suivis. Quelqu'un place quelque chose sous leur voiture. Quand ils reviennent, Nick a déjà l'adresse IP du hacker. Il découvre que le serveur du hacker se trouve en Indonésie. Mais Nick ne peut pas le pirater car il est hébergé par une entreprise exclusive pour les hackers, ce qui le rend invulnérable. La seule option est de s'y rendre personnellement et de prendre les disques physiques. Carol sait qu'elle n'obtiendra plus de faveur après avoir demandé la Veuve Noire. Alors Dawai promet de parler à ses supérieurs pour obtenir des visas et des accréditations valables en Indonésie. Quelques temps plus tard, Lien accède au registre de l'entreprise. Elle remarque des paiements pour un logiciel qui loue du temps de satellite. Le hacker a acheté des images haute résolution de la côte de la Malaisie. Pendant ce temps, le gouvernement chinois informe Dawai que le FBI leur a dit que Nick avait piraté un logiciel confidentiel et ils exigent qu'il retourne en prison. Dawai tente de faire valoir que sans Nick, il n'aurait jamais trouvé le hacker, mais ses supérieurs ne veulent rien entendre. L'équipe pourra se rendre en Indonésie, mais Nick devra être renvoyé aux États-Unis. Le matin, Dawai prévient Lien par message. Alors elle et Nick s'enfuient immédiatement. Carol reçoit un appel de son chef qui la réprimande pour ce qui s'est passé. Elle essaie d'expliquer qu'elle avait les mains liées, mais reçoit tout de même l'ordre de livrer Nick. Quand elle se rend dans sa chambre, il a déjà disparu.
disparu. Il découvre que Nick a modifié l'application du bracelet de l'agent et la corrige rapidement pour localiser sa position actuelle. Dawai rencontre Nick en secret. Il révèle que les Américains pensent que la Chine possède la veuve noire à cause de lui. Alors il lui demande de fuir et promet de le retrouver plus tard en Indonésie. Lien veut aussi l'accompagner, mais Nick pense que c'est trop dangereux. Ils se disputent jusqu'à ce qu'elle décide de les laisser seuls. Pendant que Carol et un autre agent tentent de suivre le signal du bracelet, Lien prend de l'avance et attend Nick et Dawai à l'aéroport. Nick a une conversation sérieuse avec elle jusqu'à ce que Lien comprenne qu'elle ne peut pas sortir avec un fugitif. La conversation est interrompue lorsque la voiture explose derrière d'eux, tuant Dawai sur le coup. Kassar et ses hommes sont à proximité et commencent à tirer. Alors Nick retient Lien, qui est en état de choc, pour la garder à l'abri. À ce moment, Carol et son partenaire arrivent et se joignent à la fusillade. Ils parviennent à éliminer quelques hommes de main, mais sont bientôt abattus à leur tour. Nick et Lien profitent de la diversion pour s'enfuir et se cachent dans la station de métro, montant dans le train quelques secondes avant d'être attrapés. Lien annonce qu'elle veut se venger et Nick accepte de la laisser participer. Peu de temps après, Lien paie des criminels pour obtenir de faux passeports et retirer le bracelet de Nick. Au lieu d'aller en Indonésie, il décide d'aller en Malaisie pour découvrir ce que le hacker recherche. La police suit toujours l'application du bracelet pour trouver Nick, mais celui-ci a déjà été jeté dans l'océan. En soudoyant le propriétaire d'un avion privé, Lien et Nick parviennent à s'envoler pour la Malaisie. Ils suivent les coordonnées obtenues par les images satellites, mais la zone semble vide. Soudain, ils remarquent une échelle cachée parmi les rochers et la montent jusqu'à trouver une trappe. En inspectant les lieux, ils découvrent les machines qui contrôlent le barrage local. Le modèle des pompeux à eau est le même que celui de la centrale électrique, donc Nick en déduit que le hacker veut saboter le barrage pour détruire les mines d'étain et faire des profits en achetant des options sur l'étain. Les attaques précédentes n'étaient que des tests pour perfectionner le code. Quelque temps plus tard, le duo arrive en Indonésie et achète divers outils qu'ils assemblent avec leurs ordinateurs dans la chambre. Ensuite, Nick monte dans une voiture au sommet d'un immeuble. Il pousse une camionnette du toit pour la faire tomber sur le bâtiment de l'entreprise d'hébergement, causant d'importants dégâts. Bientôt, la zone est remplie de policiers et d'équipes d'urgence. Pendant que tout le monde est distrait par le chaos, Nick s'infiltre dans le bâtiment et connecte son ordinateur au serveur pour télécharger des fichiers et des codes. Il ramène tout dans leur chambre, où lui et Lien analysent les informations et confirment que le hacker a créé une troisième version du RAT. Ils découvrent également que le barrage est bien la prochaine cible et obtiennent les véritables informations du compte bancaire du hacker. Le lendemain, Lien se rend à la banque et dit à la réceptionniste qu'elle a une présentation avec le directeur, mais qu'elle a renversé du café sur ses documents. Le directeur accepte d'imprimer une nouvelle copie et connecte sa clé USB, ce qui permet à Nick de pirater le système de la banque et de transférer tout l'argent du hacker sur son propre compte. Ensuite, le hacker a un message d'avertissement avec un numéro de téléphone. Plus tard, ils reçoivent un appel de Kassar, mais Nick exige de parler au vrai hacker et raccroche. Le téléphone sonne à nouveau et cette fois, c'est Sadak, qui est le vrai hacker et le chef de Kassar. Nick fait semblant de vouloir s'allier à Sadak et ils conviennent d'un rendez-vous. S'attendant au pire, Lien achète plusieurs choses au magasin et Nick improvise une protection corporelle. Il cache également quelques outils pour son autodéfense. Nick avait demandé à Sadak de n'amener que Kassar, mais il se présente avec tous ses hommes. Lien observe de loin et prévient Nick, qui appelle Sadak et change le lieu de rendez-vous. Le soir, ils se rendent au festival local, mais Sadak amène à nouveau ses hommes. Ils se cachent dans la foule et bousculent les danseurs si nécessaire. Nick tente de surprendre Kassar par derrière, mais celui-ci se retourne avec une arme. Lorsque Kassar s'approche pour le fouiller, Nick agit rapidement, lui saisit la tête et le poignarde avec un tournevis. Ensuite, Nick prend l'arme de Kassar et s'approche de Sadak, mais avant qu'il ne puisse tirer, les hommes de Sadak ouvrent le feu. La foule panique, tandis que Nick riposte, étant touché plusieurs fois, mais tuant également les deux hommes de main. Sadak passe à l'attaque avec un couteau qui se coince dans la capuche de Nick. Un combat intense s'engage et Nick parvient à casser le bras de Sadak, créant une ouverture pour le poignarder à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il tombe mort. Ensuite, Nick court pour retrouver Lien qui le ramène à la voiture. Grâce à la protection improvisée, les blessures de Nick ne sont pas mortelles et Lien le soigne rapidement. Le lendemain, le couple quitte l'Indonésie et commence une nouvelle vie en utilisant l'argent de Sadak, se terminant ainsi Hacker, film de thriller et d'action de 2015, et je vous attends dans la prochaine vidéo.